Donc après cette petite mise en bouche, on va parler de la recherche. Alors avant de parler de la recherche, je vais vous parler un peu d'innovation et de la façon dont on peut travailler en recherche sur ces sujets. Alors, c'est un petit peu comme pour les histoires d'eau, c'est-à-dire qu'en fait la recherche, il faut s'intéresser à ce qui s'est fait avant. Je dis que toutes les civilisations, finalement, toutes les villes avaient imaginé des façons de gérer l'eau, qui n'étaient pas forcément par des tuyaux et qui n'étaient pas forcément moins efficaces que celles qu'on utilise aujourd'hui. Je vais donner d'abord l'exemple de Venise. Et Venise, vous imaginez, vous avez ici la place Saint-Marc, inondée, Alta Aqua, hein, donc il y a de l'eau partout. Alors pourquoi est-ce que c'est les places qui sont inondées à Venise? Eh bien, c'est lié à la façon dont on gérait l'eau à Venise au temps des doges. Venise est construite sur une lagune, donc si on creuse un puits, on a de l'eau saumâtre, c'est pas très bon pour boire, donc il faut trouver une ressource en eau douce. Qu'avaient fait les Vénitiens? Tout simplement, sous chacune des places, il y a beaucoup de places à Venise, les places sont plus basses que le reste de la ville, ils avaient creusé un grand trou, ils avaient mis une étanchéité avec de l'argile, ils avaient rempli le trou avec du sable, couvert la place avec des dallages perméables, avec des dalles percées, creusé un puits au milieu. Quand il pleut, bien l'eau ruisselle sur les rues, sur les bâtiments, vient s'infiltrer à travers les dalles poreuses, se filtre dans le sable et constitue une nappe artificielle qu'on exploite avec le puits central. Et c'est d'ailleurs pour ça une des raisons pour laquelle il y a encore autant de canaux à Venise. Il y en a parce que c'est une lagune, mais aussi parce que le trafic hippomobile était interdit à Venise. Pendant très très longtemps, les chevaux étaient interdits. Et donc on a utilisé les bateaux beaucoup plus longtemps pour le transport. Alors ça se voit encore dans la ville. Hein. Donc vous voyez, toutes les petites places sont traitées de la même façon. Et y compris, je ne sais pas si vous voyez bien, mais sous les gouttières. Donc on va chaque fois alimenter ces réserves d'eau. Alors, on a fait des choses intelligentes, on peut faire des choses intelligentes aujourd'hui. Imaginez une petite rue comme ça. La solution classique, qu'est-ce qu'on fait? On fait un caniveau, dessous on fait une conduite d'assainissement, on met des avaloirs par-ci par-là, un tuyau qui va se connecter au gros tuyau. Ça, c'est la solution classique. On peut imaginer des solutions très différentes. Imaginez par exemple qu'on mette un revêtement qui soit poreux, il y en a plein possible, hein. L'ensemble des fabricants, hier j'étais à la Fédération nationale de travaux publics avec les marchands de béton qui veulent absolument développer les bétons poreux. On peut mettre une étanchéité en dessous. Quand il pleut, l'eau traverse le revêtement d'avoirie, vient se stocker dans ce revêtement. On n'est même pas obligé de la filtrer, on peut tout conserver. On peut conserver pour l'été la pluie de l'hiver. Et puis on peut l'exploiter. C'est pas très compliqué de l'exploiter. Il suffit de faire comme un bac Riviera. On met des petites mèches qui viennent alimenter ici la terre qui est située sous la végétation. Quand il fait chaud, quand le sol est sec, l'eau par capillarité va venir mouiller la terre. L'arbre va être tout content, il va disposer de quantités d'eau beaucoup plus fortes. On n'aura plus besoin de l'arroser. Et non seulement on n'aura plus besoin de l'arroser, mais plus il va faire chaud, plus il va évaporer d'eau, plus il va évaporer d'eau, et plus il va absorber de chaleur. Parce que l'évaporation de l'eau absorbe de la chaleur. Et plus il va absorber de chaleur, plus ça va faire baisser la température. Et c'est une façon extrêmement intelligente de climatiser la ville. Au lieu de perdre une ressource, on l'utilise d'une façon intelligente. Et ça coûte une solution comme ça bien moins cher qu'une solution classique. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça? Pourquoi est-ce qu'on a mis si longtemps à imaginer ce type de solution? Bien parce que l'innovation, c'est difficile. Alors, je vais proposer quelques vignettes pour vous montrer que c'est difficile. On raisonne tous avec un certain nombre d'œillères. On a tous des idées préconçues. Si je vous demande de résoudre cette devinette, vous ne pouvez pas, peut-être certains d'entre vous vont trouver la solution. Pourtant, la solution est d'une simplicité biblique. Un enfant de 3 ans la trouverait. Non, peut-être pas, si vous voulez, il faut savoir lire. À aucun moment, je ne vous ai dit qu'il fallait trouver avec des chiffres romains. Pourtant, vous avez tous cherché la solution exclusivement avec des chiffres romains. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et ça, on n'y peut rien, c'est notre cerveau qui est comme ça. Et c'est pour ça que la recherche est difficile. Quand j'ai commencé à travailler avec le Grand Lyon, dans la déclaration d'intention du Grand Lyon, on disait la mission du service assainissement est d'évacuer les eaux usées et les eaux pluviales le plus vite possible de la ville.
C'était écrit dans le texte de la loi. Donc si on pose la question comme ça, c'est sûr qu'on ne peut pas trouver d'autres solutions. Alors, pensez différemment, je vous en fais une deuxième. Pour arriver à trouver des solutions différentes, il faut obéir à une règle simple. Alors cette règle simple, je vais essayer d'expliciter sur cet exemple-là. Il faut trouver une façon de relier ces 9 croix en faisant 4 traits sans lever le crayon. Donc vous dites, c'est pas possible, il en faut 5. Ben non, on peut faire avec 4. On peut faire avec 4, comme ça. Et pour ça, il faut sortir du 4. Il faut que l'hydrologue, il arrête de penser hydrologie. Il faut que la personne qui s'occupe des voiries arrête de penser voirie. Il faut que tout le monde pense ensemble. Il faut que chacun sorte de son cadre. Et il faut que les chercheurs aussi sortent de leur cadre. Alors pour ça, on peut faire confiance aux enfants. Je sors quelques illustrations de Milo, parce que des fois, les enfants, ils ont une grande capacité d'innovation et de sortir du cadre. Alors c'est pas toujours... des fois, ils utilisent un peu leur capacité pour essayer de nous rouler dans la farine aussi. Donc il ne faut pas toujours leur faire confiance. Penser globalement, sortir du cadre. Ça veut dire que si on veut trouver des solutions différentes pour gérer l'eau en ville, il faut raisonner dans une vision globale de la ville. Il faut développer des recherches, non pas en silo, en casier, les hydrologues, les hydrauliciens, les spécialistes du traitement d'eau, etc. Mais essayer de diversifier les recherches au maximum. Et puis, surtout, essayer de sortir du découpage académique, de faire travailler les gens ensemble. Et je pense que la grande force de l'Université de Lyon, c'est d'avoir su faire ça depuis très longtemps. Alors, il y a 2 structures de recherche efficaces et performantes à Lyon, dans le domaine de l'eau. Il y en a une qui s'appelle la zone atelier bassin du Rhône, dont je ne vais pas en parler là, qui s'intéresse à une échelle un peu plus macro, au niveau du grand bassin versant, au niveau du Rhône. Et puis il y a l'OTU, qui est l'Observatoire de terrain d'hydrologie urbaine, qui fait d'ailleurs partie de la zone atelier bassin du Rhône, qui lui a été créé en 1999 et qui s'intéresse plus particulièrement à la gestion des eaux pluviales en ville. Alors, je ne vais pas détailler le fonctionnement de l'OTU, simplement essayer à travers 2-3 transparents de vous expliquer comment elle fonctionne et pourquoi c'est performant et efficace. Alors, l'idée, c'est d'abord d'observer. L'OTU, c'est un observatoire. Donc, un observatoire, c'est faire des observations de très bonne qualité et sur des très longues durées, avec la pérennité, de façon à voir les tendances, à voir comment les choses évoluent. Donc, ce sont des sites de mesure qui sont équipés depuis 1999. On a des séries de mesures de 20 ans, enfin, bientôt de 20 ans, que nous envient tous les collègues des autres pays, qui aimeraient bien voir la même chose, et qui ont souvent à la place une série d'1 an là, une série de 2 ans là, une série de 18 mois ici, et qui n'ont pas 20 ans de mesure au même endroit. Mais observer, ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas d'observer pour empiler des données dans une base de données. L'observation doit amener à la compréhension. C'est-à-dire qu'on doit comprendre les mécanismes physiques, hydrologiques, chimiques, biologiques, mais aussi sociaux. Dans l'observation, on n'observe pas que les quantités d'eau, on observe aussi le comportement des gens. Et construire des modèles qui permettent de comprendre ce qui se passe. Et comprendre, ça aussi, ce n'est pas uniquement comprendre pour faire des publications de revue scientifique, c'est comprendre pour agir. Une des 3e grandes forces de l'Observatoire, c'est ça, c'est cette idée d'être en prise permanente sur le domaine actif, sur le domaine opérationnel, pour essayer de développer des solutions pratiques. L'OTU, c'est un partenariat entre quasiment tous les établissements d'enseignement et de recherche de l'Université de Lyon. Alors, il n'y a pas Saint-Étienne. Il y a les 3 universités, il y a 3 grandes écoles d'ingénieurs, il y a l'IRSTEA, il y a le BRGM, il y a le VETAGRO. Donc, l'ensemble des établissements, quasiment de l'université, mais c'est aussi des acteurs opérationnels, donc le Grand Lyon, donc la direction de l'eau, en métropole, et aussi l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Et puis, c'est un dispositif de valorisation qui est le GREL, je ne vais pas le représenter, on en a parlé tout à l'heure, donc qui assure à la fois l'animation de la structure, c'est lourd, d'animer, faire fonctionner des scientifiques ensemble, c'est pas toujours très simple. Les faire fonctionner en lien avec des acteurs opérationnels, c'est encore plus compliqué. Diffuser l'information produite par les scientifiques pour la mettre à disposition de l'ensemble des acteurs opérationnels, c'est aussi une tâche particulière. Et enfin, la dernière force, finalement, de ce dispositif, c'est les compétences qui sont mobilisées. C'est une liste à l'après-vert, mais vous voyez qu'on est très très loin d'avoir que des hydrologues là-dedans. C'est-à-dire que la question de la gestion de l'eau, c'est une question qui concerne
la plupart des spécialités scientifiques liées de près ou de loin à l'environnement. C'est une centaine de personnes, et sur cette centaine de personnes, il y a à peu près en permanence 20 à 25 doctorants. C'est parfois assez passionnant. Et un des centres, un des domaines, un des lieux finalement emblématiques de recherche, c'est le campus de la Doua. Le campus de la Doua, c'est un écocampus, vous savez tous. Et cet écocampus, il est en particulier dédié à la gestion des eaux pluviales urbaines, développement de technologies innovantes de gestion des eaux pluviales urbaines. Il fait partie, c'est un des éléments du plan Nature en Ville, du ministère de l'Environnement, de l'écologie. Et en particulier, il y a un certain nombre de recherches qui sont menées, alors je ne vais pas les détailler ici, hein, mais pour vous expliquer comment on fait de la recherche, comment le développement ou le redéveloppement de ce campus permet de faire de la recherche, eh bien, je vais juste prendre cet exemple. Donc, dans le cadre des premiers travaux de réaménagement qui ont été faits, on a réaménagé des parkings. L'idée était de faire des parkings, des cellules de parking qui soient toutes identiques. C'est qu'en recherche, une des difficultés, en particulier en environnement, c'est la reproductibilité. Pouvoir reproduire des expériences dans le domaine de l'environnement, c'est très compliqué, parce qu'on ne maîtrise pas la pluie, qui est l'entrée principale. Donc ici, on ne maîtrise pas l'entrée, mais on peut faire la même expérience sur des endroits différents. Donc chacune de ces petites cellules sont traitées avec des technologies différentes, et chacune fait l'objet d'un suivi. J'ai pris ici l'exemple du tranché d'infiltration. Vous voyez, il y a 5 places de stationnement, les voies de circulation. Ici, dans ce cas-là, c'est une tranchée. Donc l'eau qui est produite vient en totalité, toute l'eau qui est produite est uniquement celle-là, parce que là on a un point haut, l'objet a été fait comme un objet de recherche. Hein. Donc l'eau ruisselle entièrement vers cette tranchée. C'est une fausse tranchée d'infiltration, en fait, elle est étanche en réalité. Il y a une conduite qui part vers un puits de mesure où on peut récupérer l'eau. Et donc, on peut comparer de cette façon ce qui se passe sur différents dispositifs, différents types de solutions techniques. Alors, le suivi n'est pas uniquement sur la qualité de l'eau, hein. Il y a des suivis multiples qui sont faits sur la microbiologie du sol, sur la biodiversité des espèces végétales qui se développent, sur la biodiversité des espèces animales, des insectes en particulier. Donc, c'est un suivi extrêmement fort qui est fait sur ces cocampus. Bonjour. Bonjour, vous avez des ruches? Non, pourquoi? Non, je disais ça à cause de votre tenue d'apiculteur. Ah, ça? Non, c'est pour les moustiques. Ça me protège. Ah, vous élevez des moustiques? Moi, non. Mais vous, j'ai l'impression que vous aimez ça, les moustiques, hein? Pourquoi vous dites ça? Bah, vous bossez bien sur la boutasse. La zone humide, oui. Ouais, eh ben c'est bien ce que je dis. Vous aimez les moustiques? Seulement quand il y aura une épidémie de chikungunya, hein, ben faudra pas venir pleurer. De chikungunya? Pourquoi pas de malaria ou de fièvre jaune pendant que vous y êtes? Ah, mais vous pouvez plaisanter, hein. On voit bien que c'est pas vous qui vivez ici. Hein. Monsieur n'est pas menacé. Pas menacé par quoi? Mais par les maladies. Quand je pense qu'on est au 21e siècle, on croyait être sorti du Moyen-Âge et paf! Paf. Bah, paf! On nous remet une zone marécageuse en pleine ville. Mais c'est pas une zone marécageuse, c'est une zone humide. Ça arrête les engrais et les pesticides, ça filtre l'eau et ça la rend propre à la nature. En attendant, c'est de l'eau qui stagne et qui croupit. C'est vous qui stagnez. Moi je dirais plutôt que c'est de l'eau qui se nettoie toute seule. Toute seule? Alors pour vous, il faut laisser faire la nature. Bah oui. Bah, c'est pas pour rien qu'on a asséché plein de marais au 19e siècle, hein? Les gens étaient malades, ils tombaient comme des mouches à cause des épidémies. Ils tombaient comme des mouches parce qu'il n'y avait pas d'hygiène et que la médecine n'était pas au point, voilà. N'empêche, une zone marécageuse, c'est pas bien ça. Ah la vache. Quoi? Non, je pense à tous ces pauvres gens. Qui ça? Les habitants du marais Poitevin et de la Camargue. C'est des marécages, tout ça. La fièvre jaune du Poitou, la malaria d'aigues mortes. Mais c'est ça, foutez-vous de moi. Mais je me fous pas de vous. Mais laisser faire la nature, c'est encore ce qui marche le mieux. En plus, vous imaginez, s'il avait fallu construire des stations d'épuration pour faire tout ce boulot, ça aurait coûté un bras. Mais les moustiques! Mais quels moustiques? Je suis là depuis une demi-heure, j'ai pas été piqué une seule fois. Ah bon? C'est... Eh ouais? Alors du coup, le... Je sais pas, vous comptez faire du miel? Bah non. Alors vous l'avez un peu acheté pour rien? En plus, regardez, tout le monde se paye votre fiole. Ça me fout le bourdon, là.